On a le plaisir maintenant donc d'accueillir Sandrine Maljean-Dubois, qui est juriste et directrice de recherche au CNRS, et qui va nous parler d'une initiative française récente, qui est le Pacte mondial pour l'environnement, avec une question, on va dire, on n'est pas allé chercher midi à 14h, qu'en attendre? Donc, sans plus attendre, je lui cède la parole. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? 3 quarts d'heure, 1 heure? 3 quarts d'heure. Et ben voilà, 3 quarts d'heure avant question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe pour l'invitation. Donc, effectivement, qu'attendre du pacte... Précision essentielle qu'attendent tous les gens. On s'est trompé sur le café, pas maintenant, mais à la pause. Il va falloir le mériter. Donc effectivement, qu'attendre du pacte mondial pour l'environnement et du droit international, c'est le programme de ce début d'après-midi. Je suis partie d'un constat, mais celui que vous connaissez, je ne vais pas entrer dans le détail non plus, celui de la détérioration constante de notre environnement. Mais moi, ce qui m'interpelle en tant que juriste, c'est que c'est une détérioration qui a lieu malgré les développements du droit de l'environnement, et en particulier, moi je suis internationaliste, les développements du droit international de l'environnement. Donc il y a eu des développements à la fois quantitatifs, un grand nombre de traités et d'autres actes juridiques, des développements qualitatifs avec des évolutions très intéressantes sur le plan juridique. Et pourtant, on a dépassé 4 des frontières planétaires, on est entré dans l'ère de l'Anthropocène, nous disent certains, et ère qui connaît une grande accélération actuellement depuis les années 40. Il est assez difficile, en fait, et en particulier pour un juriste, de faire le bilan des politiques environnementales et de faire le bilan, finalement, de l'effectivité des outils juridiques. Mais certains s'y essaient, et un groupe d'experts l'a fait sous l'égide du programme des Nations Unies pour l'environnement. C'était avant la conférence de Rio+20 en 2012, dans le rapport que publie régulièrement le PNUE sur l'état de l'environnement mondial, donc ce 5e rapport. Dans ce 5e rapport, 90 objectifs de politique environnementale ont été listés, et ce qui a été étudié, c'était la manière dont ces objectifs avaient été mis en œuvre. Et les experts ont conclu qu'il n'y avait eu des progrès significatifs que pour 4 objectifs sur 90, ce qui est assez peu, donc sur la couche d'ozone, l'élimination du plomb dans les carburants, l'amélioration de l'accès à l'eau potable et la promotion de la recherche en matière de lutte contre la pollution marine. Donc après, c'est évidemment un tableau brossé à grands traits, il faut regarder le détail des objectifs. Sur certains points, il y a des objectifs partiels, il y a des objectifs qui sont atteints régionalement mais pas à l'échelle globale. Mais enfin, ce tableau-là, il est réel, un développement juridique et institutionnel aussi très important, et en retour finalement peu d'effectivité. Donc, certains, et notamment les juristes, parce que les juristes croient quand même, continuent de croire en la force du droit. Certains font un pari qui est celui de l'utilité d'un traité mondial sur l'environnement. C'est ce pari qui est à la base de l'idée du pacte mondial sur l'environnement. Ce projet de pacte, projet français, il n'est pas sorti non plus de nulle part. En fait, il est tout à fait dans la filiation de plusieurs projets antérieurs, qui n'étaient pas des projets français. On peut citer un groupe d'experts qui s'est réuni dans le cadre de la commission Brundtland pour préparer cette fois la conférence de Rio de 1992, qui avait proposé un ensemble de principes juridiques sur l'environnement, et ces principes ont pris corps après dans la déclaration de Rio qui a été adoptée lors du sommet de Rio. Il y a eu aussi un projet de déclaration de principe sur les droits de l'homme et l'environnement. L'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est une ONG très active en matière de droit international de l'environnement, a écrit en 1995 un projet de pacte, en quelque sorte, de pacte mondial sur l'environnement.
un projet de traité qui est tout à fait prêt à être adopté, qui est un projet très long, qui contient 79 articles, qui est extrêmement détaillé, qui est extrêmement ambitieux et qui, pour cette double raison, est resté jusqu'à ce jour dans les tiroirs. Il y a eu un projet qui a été un projet français sous l'égide d'un professeur de Limoges, Michel Prieur, un projet de pacte international relatif aux droits des êtres humains à l'environnement qui a été préparé entre 2012 et 2017. Un projet plus court et qui est centré sur le droit de l'homme à l'environnement, les droits de l'homme à l'environnement. Il y a la Déclaration des droits de l'humanité qu'a préparée une équipe française sous l'égide de Corinne Lepage avant la COP21. Il y a un projet d'un groupe d'experts qui ont défini les principes d'Oslo sur les obligations concernant le changement climatique. Il y a une déclaration de l'UICN de 2016 sur l'état de droit environnemental. Et il y a l'UNESCO qui est en cours de négociation d'une déclaration de principes éthiques en rapport avec le changement climatique. Et finalement, la proposition française de pacte mondial, elle se situe dans le prolongement de ces différents projets, elle fait fond sur ces différents projets. Alors l'origine elle-même de cette proposition française, c'est une proposition qui a été faite par un think tank de juristes qui s'appelle le Club des juristes, qui en 2015, dans le cadre de la préparation finalement de la COP21, a publié un rapport qui s'appelle « Renforcer l'efficacité du droit de l'environnement, devoir des États, droits des individus ». Et ce rapport faisait donc le constat des difficultés de mise en œuvre du droit international de l'environnement et faisait un certain nombre de propositions, dont la proposition d'avoir un troisième pacte sur les droits de l'homme. Il y a à l'ONU 2 pactes sur les droits de l'homme qui datent de 1966, l'un sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels. Et donc c'est l'idée d'avoir un troisième pacte qui serait sur le droit de l'homme à l'environnement. Et donc voilà, c'est bien ce pari que rappelait récemment à New York, à l'ONU, Emmanuel Macron, lorsqu'il dit « Grâce au droit, grâce à ce pacte mondial pour l'environnement, il s'agit d'aller plus loin dans la transformation de nos sociétés et d'agir résolument ». Alors, qu'en attendre vraiment, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc, en 4 points. Donc, d'abord, je vais me poser la question de pourquoi un pacte mondial sur l'environnement. À quoi peut bien servir ce pacte mondial sur l'environnement? Je dois préciser tout de suite que j'ai participé à la rédaction du pacte, mais que j'ai essayé de garder un regard objectif et je continue à questionner l'opportunité de cette initiative. Mais on aura une discussion après, probablement sur ce point. Ensuite, c'est comment, donc quel a été le processus, comment ça s'est déroulé rapidement, puis à quoi ressemble ce projet, qu'est-ce qu'il porte, et en se posant la question, pour terminer, de quelle effectivité, comment il va pouvoir être mis en œuvre et qu'est-ce qui va pouvoir changer. Donc, tout d'abord, première partie, pourquoi le pacte mondial ? Donc, j'ai essayé à la fois de lister les différents arguments pour le pacte et de lister aussi les contre-arguments à ce pacte. Donc, dans la défense de l'idée d'un nouveau pacte mondial qui serait un nouveau traité sur l'environnement, qui serait global, qui concernerait tous les États, un premier argument, c'est il faut porter une nouvelle utopie mobilisatrice ou remobilisatrice finalement. Il y a eu l'élan de Rio en 1992. Cet élan est un peu retombé. C'est probablement rien de le dire. Et finalement, la conférence Rio+20 a échoué à recréer ce moment de mobilisation. Donc l'idée, c'est que le pacte pourrait servir à cela.
Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le pacte y parviendrait finalement là où les autres initiatives ont échoué. Donc dans de ce que disent les défenseurs du pacte, c'est que finalement on a là un momentum, c'est le moment, après l'adoption en 2015 de l'agenda pour le développement 2030, des objectifs de développement durable onusiens, puis de l'accord de Paris lors de la COP 21, parce que ce pacte serait, contrairement à d'autres propositions, un texte qui serait très court et très lisible. Et finalement, c'est ce qui a fait historiquement la force de la déclaration de Rio de 1992, qui, bien qu'étant un texte non obligatoire, a essaimé dans beaucoup de législations nationales, y compris au niveau des constitutions, et donc a joué un rôle très important dans le développement du droit de l'environnement. Donc l'idée, c'est de retourner à ça, des textes courts, extrêmement lisibles, parce qu'on considère qu'ils seront plus mobilisateurs. Et puis parce que ce pacte ferait fond pour l'essentiel sur des principes consensuels, et notamment sur les principes reconnus dans la déclaration de Rio. Donc on peut se demander si on aurait besoin d'un traité pour cela. On peut considérer que non. Finalement, des textes comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 ou la Déclaration de Rio ont joué un rôle important dans le développement du droit et sur le plan stratégique en termes de politique. On peut aussi arguer que négocier un traité, c'est différent, que finalement le traité est l'engagement le plus solennel que peut prendre un État, l'acte le plus fort, et que donc ça peut jouer. Un autre objectif qu'aurait ce pacte, ce serait d'activer, réactiver, c'est dans le prolongement, une espèce d'éthique environnementale. Et donc certains détracteurs disent c'est pas le rôle de l'ONU, ce serait plutôt le rôle de l'UNESCO. Et on peut répondre que ce n'est pas le seul objectif du pacte, c'est un des objectifs du pacte, mais pas le seul, et que finalement l'ONU est ici pleinement dans son rôle, puisque ce texte s'inscrit dans la filiation des grands textes de l'ONU, la Déclaration des droits de l'homme de 48, les pactes sur les droits de l'homme de 66, la Charte de la nature de 1982 et la Déclaration de Rio de 1992. L'objectif est donc de conventionnaliser les principes de Rio, donc de prendre ces principes qui ont été reconnus dans un texte non obligatoire, mais de les faire figurer dans un traité. Et là, immédiatement, on peut dire, ça ne sert à rien, puisqu'en quelque sorte, c'est déjà trop tard. Ces principes, comme je le disais, ils ont déjà essaimé dans les législations nationales. On les retrouve souvent dans les constitutions. On les retrouve, par exemple, dans notre charte de l'environnement. En plus, on est dans une période où il y a plutôt une fatigue des États et un rejet de nouveaux engagements conventionnels. Et de ce point de vue, l'accord de Paris, c'est un peu l'exception. On est dans une période aussi où les États ont plutôt tendance à promouvoir le minilatéralisme que le multilatéralisme. Autre contre-argument, dès qu'on parle de traité, les États risquent de se crisper et finalement ce qu'ils avaient accepté comme principe pour figurer dans un texte non obligatoire, ils pourraient refuser que ce soit dans un traité, d'autant que quand même malgré tout l'élan de Rio est un peu retombé. Donc on peut à cela répondre que certes il y a eu un essaimage des principes de Rio, mais que cet essaimage n'est pas universel. On peut dire aussi que ce ne serait pas un énième traité sectoriel, mais bien une nouvelle convention socle, une espèce de convention mère ou convention cadre, même si elle intervient après, dans le temps d'autres accords sectoriels qui sont déjà nombreux, et qui en quelque sorte formerait l'ossature du droit international de l'environnement. On peut aussi arguer que peut-être cela permettrait de renforcer le contrôle international et national, et que, comme c'est un texte court, bref, on privilégie dans ce texte, le principe est de privilégier des formules à texture ouverte, c'est-à-dire des principes dont la formulation est tellement ouverte qu'ils peuvent être interprétés très diversement selon les États. C'est souvent ce que l'on fait en droit international.
On peut objecter aussi le coût financier de la négociation, de l'administration d'un nouveau traité dans un contexte qui est très tendu. Et là, on ne peut que dire que oui, certes, c'est coûteux, c'est une question de volonté, de priorité. Donc l'idée est de renforcer et d'approfondir les principes de Rio, à la fois dans leur contenu, en le précisant, en l'actualisant, et dans leur portée, en les transformant en instruments conventionnels, en les faisant figurer dans un traité. Mais dans la déclaration de Rio, il y a 27 principes. Donc si on produit un pacte, ce pacte sera court. Donc il faudra choisir des principes parce que ça risque pas. Enfin, comment est-ce qu'on choisit? Est-ce qu'on risque pas d'affaiblir finalement certains principes, ceux qui ne seront pas retenus? Et autre danger, est-ce qu'on risque pas de figer finalement à un instant T dans une nouvelle formulation des principes qui ont continué à évoluer depuis Rio et qui ont trouvé des formulations très différentes selon les régimes internationaux, selon les États. C'est un vrai risque. Donc, il y a aussi l'idée dans ce pacte de promouvoir de nouveaux principes, puisque depuis 1992, le droit de l'environnement a évolué et que c'est l'occasion d'intégrer de nouveaux principes, avec évidemment un impératif de prudence, parce qu'en intégrant de nouveaux principes, on peut aussi crisper certains États et finalement ruiner l'ensemble. Un autre objectif qui est affirmé, c'est que ça permettra d'améliorer la cohérence du droit international de l'environnement et de la gouvernance internationale de l'environnement. Donc, on a en droit international de l'environnement un vrai problème de cohérence dans la mesure où on a, au coup par coup, au fur et à mesure qu'on faisait des découvertes scientifiques, développé de nouveaux régimes, des régimes pour l'essentiel sectoriels, certains à vocation globale, d'autres à vocation régionale, et ces principes finalement se sont sédimentés. Et en droit international, il n'y a pas de hiérarchie. Donc, tous ces accords sont exactement au même niveau. Il n'y en a pas un qui prévaut sur l'autre, ou en tout cas c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et en plus, maintenant et depuis les années 70, pour chaque nouveau traité, on met en place un certain nombre d'institutions, donc presque de micro-organisations internationales, avec une conférence des parties, une COP, un secrétariat, des organes scientifiques, des organes de contrôle. Donc, à la prolifération des traités a correspondu aussi une prolifération des institutions. Donc finalement, est-ce que le pacte mondial pourrait répondre à cet enjeu qui est un vrai enjeu pour l'effectivité du droit international de l'environnement? Donc déjà, c'est un peu paradoxal de se dire que finalement, on va répondre à la prolifération en adoptant un nouveau traité. Donc l'idée serait que ce traité, en posant un certain nombre de principes donc, qui formeraient l'ossature du droit international de l'environnement, pourrait remettre un peu de cohérence. Ça reste tout à fait à établir, c'est une question ouverte. Est-ce qu'on créerait de nouvelles institutions? On va voir que ça n'est pas vraiment prévu par le projet français. Donc il n'y a pas derrière l'idée de créer une organisation mondiale de l'environnement, ni un tribunal international de l'environnement, mais il pourrait y avoir l'idée de promouvoir les liens entre les COP, entre les secrétariats, entre les mécanismes financiers, entre les mécanismes de contrôle. Donc, je vais passer au deuxième point, donc le comment. Donc, comment ça s'est passé? Donc, il y a une trentaine de personnes qui ont travaillé d'abord au sein du Club des juristes, dans la commission environnement du Club des juristes, donc composée de juristes environnementalistes, présidée par un ancien conseiller d'État, Yann Aguila. Donc c'est un travail franco-français, mais avec quand même la volonté de consulter des experts internationaux. Donc c'est durant toute l'année, depuis septembre en fait 2016 jusqu'à l'été.
il y a eu des consultations de 150 experts qui ont été identifiés comme des experts internationaux susceptibles de contribuer, étant soit des professeurs, des chercheurs, de grands avocats, des juges de tribunaux pour l'environnement ou des personnes spécialisées, réputées chacun dans son champ. 5 consultations ont été préparées. La première sur ce qu'on a appelé présentation générale et questions ouvertes, donc un peu pourquoi un pacte, à quoi est-ce qu'il pourrait servir, etc. Donc c'était des questions ouvertes qui ont été transmises par écrit aux experts, auxquelles les experts ont répondu par écrit, et donc les réponses des experts ont été étudiées et la commission a essayé de les intégrer dans le travail. Ensuite, une consultation sur l'architecture, quels principes on retient, comment on les rédige, les mécanismes de suivi, comment est-ce qu'on va contrôler le respect du pacte, la formulation et le contenu des principes eux-mêmes, et puis sur un livre blanc qui présente le pacte. Vous pouvez télécharger le livre blanc et le projet de pacte en français et en anglais sur le site du Club des juristes. Et tout ça, finalement, a conduit à l'élaboration d'un pré-projet qui a été terminé le 22 juin, pour être soumis le 23 juin à une trentaine d'experts parmi les experts consultés dans le réseau international qui sont venus à Paris, donc c'est la photo qui est là, au sein du Conseil constitutionnel. Lors d'une séance qui a été présidée par Laurent Fabius, qui a été une séance en quelque sorte de négociation, mais pas de négociation entre États, de négociation entre experts, où sur chaque paragraphe du préambule et sur chaque principe, Laurent Fabius a écouté les différents experts et on a essayé de trouver des formulations consensuelles. Une journée très dense, et dans la nuit, un projet amendé a été terminé. Et le lendemain, le 24 juin, c'est la photo du fond, ce projet a été présenté à la Sorbonne lors d'un grand événement auquel ont participé Ban Ki-moon, Arnold Schwarzenegger, le président Macron, Nicolas Hulot et beaucoup d'autres. Donc à cette occasion, les personnalités qui étaient là ont apporté leur soutien au pacte, y compris le président Macron. Et du coup, le projet a continué à faire son chemin. Donc il y a une équipe française qui en a fait la promotion dans différents pays, notamment dans des pays clés comme la Chine ou l'Inde, pour essayer de convaincre de l'opportunité de lancer des négociations sur ce sujet à l'ONU. Et finalement, le 19 septembre, la France, par son président, a présenté le projet à l'ONU lors d'un petit sommet qui a été organisé. À cette occasion, le projet a reçu le soutien de très nombreux pays, notamment de la Chine, mais de beaucoup d'autres. Les ONG, pour beaucoup, soutiennent aussi le projet de pacte. Et la promotion, je dirais, continue avec des conférences, notamment dans les universités. Alors, il y en a une à Columbia le 20, puis il y en a qui vont être organisées dans plusieurs pays du monde dans les mois qui viennent. Donc l'objectif était de convaincre de l'opportunité d'un nouveau pacte et de l'opportunité de lancer concrètement un processus officiel de négociation internationale sous l'égide de l'ONU en vue de l'adoption d'un pacte mondial sur l'environnement. Évidemment, le projet de pacte n'est pas du tout un projet clé en main que la France propose à prendre ou à laisser aux autres États, mais ce n'est qu'un élément qu'elle met dans la balance. L'idée est qu'un groupe de négociation soit créé et finalement repartent à zéro avec ce projet, puis les autres projets que j'ai cités. Donc évidemment, la France semble avoir convaincu de l'opportunité de lancer ces négociations. Donc ces négociations vont être lancées, mais si elles aboutissent, elles aboutiront à un texte qui ne sera pas ce pacte français, mais un autre traité. Peut-être qu'il y ressemblera fort, peut-être qu'il sera très différent. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira.
Donc, il reste que pour l'instant, on a ce texte, donc je vais vous en dire quelques mots. Donc, c'est effectivement un texte court qui a été produit, ce qui était difficile parce qu'il fallait choisir entre les principes qu'on devait mettre en avant et ceux qu'on pouvait laisser de côté. Donc, il y a un préambule, comme c'est le cas dans les traités en général, et puis 26 articles, dont 20 sont substantiels, c'est-à-dire qui posent des principes dans le domaine de l'environnement. Si on analyse le contenu, on voit que le pacte finalement fait ce qu'on appelle de la codification de principes anciens, c'est-à-dire qu'il vient reformuler, ou parfois sans changer la formulation, des principes qui ont déjà été posés par le passé dans des textes qui n'étaient pas des traités, donc qui étaient des textes non obligatoires, ou dans des textes qui étaient sectoriels, alors que là, on a un traité qui est global, qui concerne l'environnement en général. Donc, par exemple, l'article 6 sur le principe de précaution, avec la formule que vous voyez là, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir la dégradation de l'environnement. C'est, sans beaucoup d'imagination, le principe tel qu'il est défini, le principe de précaution tel qu'il est posé dans la déclaration de Rio de 1992. Donc, codification de principes anciens. Mais aussi développement progressif. Donc là, on n'est plus dans la codification, on essaie de développer le droit, soit en posant certains principes de manière avec une formulation à la fois plus claire et plus précise. C'est le cas, par exemple, sur le droit de l'homme à un environnement sain, qui est posé de manière assez claire dans le pacte, à l'article 1, comme vraiment un droit à. Toute personne a le droit de vivre dans un environnement écologiquement sain et propice à sa santé, à son bien-être, à sa dignité, à sa culture et à son épanouissement. Là où beaucoup de traités, en fait, prévoient plutôt que les États garantissent le droit à, alors que là, c'est une formule qui est claire et qui semble donner un droit d'effet direct. Et on peut imaginer que si le pacte était adopté avec cette formule, les citoyens pourraient ensuite s'en prévaloir directement contre leur État devant le juge national, par exemple. Donc là, c'est assez audacieux de poser cela en plus à l'échelle mondiale. Et il y a aussi, outre la formulation plus claire et précise de certains principes, des principes qui sont carrément des principes nouveaux, qu'on n'a pas posé encore à l'échelle internationale. Donc, ainsi que l'article 17, les parties et les entités infranationales des États parties s'abstiennent d'autoriser des activités ou d'adopter des normes ayant pour effet de diminuer le niveau global de protection de l'environnement garanti par le droit en vigueur. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de non-régression, qui n'a jamais été posé à l'échelle internationale dans un traité avec comme ça une vocation mondiale. Il y a dans l'accord de Paris un principe de progression, mais voilà, là c'est pas sectoriel, c'est général et c'est global, c'est tous les États. Donc ça aussi c'est assez audacieux. Un autre élément qui me semble audacieux dans le projet de pacte, et peut-être d'ailleurs trop audacieux, puisque il faut trouver la balance finalement entre l'audace et la prudence. Si on est trop audacieuse, le dispositif risque de capoter, et si on ne l'est pas assez, ça peut ne servir à rien ou même être contre-productif. Donc un autre élément intéressant, c'est qu'il y a une vraie prise en compte des acteurs non étatiques, du rôle des acteurs non étatiques dans le pacte. Ce rôle est reconnu et à plusieurs reprises, il y a des dispositions qui les visent
directement, ce qui n'est pas du tout classique en droit international, et y compris en droit international de l'environnement, où en général on ne s'adresse aux acteurs non étatiques, en particulier on pense aux entreprises, aux individus, mais surtout aux entreprises, on ne s'adresse à eux que par le prisme de l'État. C'est-à-dire qu'on fait peser des obligations sur l'État, et c'est ensuite à l'État de faire peser des obligations, d'encadrer les activités sur son territoire. Et donc là, le pacte est novateur en ce qu'il essaie de saisir directement les acteurs non étatiques. C'est aussi très audacieux. Dans l'accord de Paris, il y a un certain nombre de dispositions qui poursuivent le même objectif. Mais si on regarde les projets d'accord de Paris, ces dispositions ont été extrêmement minorées et pour avoir assisté aux négociations, c'était vraiment un point crucial pour beaucoup d'États qui considèrent que ça relève de leur souveraineté, que c'est à eux de réguler ce qui se passe sur leur territoire, que le droit international n'a pas du tout à s'intéresser à ça. Donc on doit être très prudent de ce point de vue. Donc ce type d'élargissement risque de faire débat. Et donc, pour terminer, pour quelle effectivité ? Donc, quelle effectivité pourrait avoir un pacte mondial sur l'environnement ? Ce pacte ou un autre pacte, évidemment, vous l'aurez compris, tout dépend des formulations qu'on pourra retenir. Un pacte potentiel à l'échelle internationale d'abord, puis à l'échelle nationale. Donc, à l'échelle internationale, potentiellement, l'idée, c'est de restructurer un petit peu le droit international de l'environnement en posant un certain nombre de grands principes qui deviendraient l'ossature de ce droit, qui contribuerait à sa mise en cohérence. Ces principes, donc ça c'est pour finalement remettre en cohérence l'existant. Ces principes anciens et nouveaux posés dans le traité pourraient exercer aussi une fonction d'orientation sur les réglementations à venir et les politiques à adopter à l'échelle internationale dans les différents régimes à l'ONU qui devraient, si le pacte est un succès, respecter le contenu du pacte et quelque part aussi le mettre en œuvre. Ça pourrait être utile également au contentieux si le juge international est saisi. C'est vrai que c'est rare dans la vie internationale, mais ça arrive de plus en plus, en tout cas dans le secteur de l'environnement, parce que les contentieux se développent beaucoup. Un juge pourrait du coup faire application de ces principes fondamentaux pour réconcilier deux règles ou tout simplement parce qu'il y aurait une lacune, eh bien, il n'y aurait plus de lacune, il pourrait s'appuyer sur les principes du pacte. Parce que, évidemment, au contentieux, des textes non obligatoires comme la déclaration de Rio n'ont pas de valeur, ils ne sont pas opposables, leur non-respect ne peut pas engager la responsabilité de l'État. Donc ça, c'est le potentiel. Et puis, il y a évidemment des incertitudes. Peut-être des faiblesses dans le projet de pacte, d'abord parce que c'est allé très vite et je pense que sur la fin on n'a pas pu y réfléchir suffisamment et le finaliser précisément sur toutes les dispositions finales. Donc il y a les principes substantiels et puis il y a ce qui est prévu à la fin, les dispositions finales qui sont les dispositions institutionnelles, la possibilité de faire des réserves par exemple, la possibilité de faire jouer un droit de retrait du pacte pour un État. Donc ici, il y a quelques faiblesses. J'en mentionnerai peut-être 3. Il a été décidé de ne pas institutionnaliser la coopération, c'est-à-dire de ne pas créer de conférences des parties qui se réunissent tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans, que c'était trop lourd, que ça allait faire peur à beaucoup de pays. Ce qui est probablement dommage dans la mesure où, par expérience, on sait qu'en droit international de l'environnement, les COP jouent un rôle très important. C'est elles qui font vivre les traités, qui les font évoluer, qui les interprètent. Donc elles jouent un rôle très important. Un autre point qui
peut être un peu gênant, c'est que ce pacte n'est pas conçu comme une convention cadre qui pourrait être complétée par des protocoles. Et on peut se dire que c'est dommage parce que les principes qu'il pose sont très généraux et que sur certains points, par exemple, je ne sais pas, sur l'étude d'impact, donc il pose une obligation de réaliser une étude d'impact sur l'environnement avant les plans, les projets, etc. Mais il ne va pas plus loin, il ne dit pas à quel moment, à quel seuil de projet déclenche cette obligation, comment elle doit se dérouler. Donc sur des points comme ça, on aurait pu imaginer des développements ultérieurs qui auraient pu prendre la forme de protocole. On ne s'est pas du tout perdu. Peut-être que le projet qui sera adopté, s'il est adopté, sera effectivement une convention cadre. Et un autre point important, c'est le suivi. Et là, qu'est-ce qu'on fait en termes de suivi ? Donc, ce que prévoit le projet, c'est un comité de suivi avec une disposition qui s'inspire un peu de l'accord de Paris. Donc, un mécanisme... un mécanisme souple, un mécanisme très respectueux des souverainetés et un mécanisme non conflictuel avec l'idée qu'on ne pourra prendre aucune sanction. Donc c'est pas forcément ça qui est problématique. Les sanctions en droit international sont très rares et Dieu merci, beaucoup de traités fonctionnent sans qu'il y ait même la possibilité de prendre des sanctions contre les États récalcitrants. C'est autre chose qui les fait tenir, mais l'idée ce serait qu'ils passent en revue des rapports nationaux, donc c'est ce qu'on appelle le système des rapports, qui fonctionne beaucoup dans les droits de l'homme et qui est quand même un système à la fois assez lourd et assez peu efficace. Voilà, donc les États font des rapports tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans sur comment ils mettent en œuvre le pacte, et ces rapports sont discutés internationalement. Donc pour l'instant, c'est pas un système de contrôle très audacieux. Il n'est pas prévu, évidemment, que des personnes privées puissent saisir le comité contre un État qui ne respecterait pas le pacte. C'est un point sur lequel le pacte pourrait évoluer, mais je ne pense pas que les esprits soient mûrs aujourd'hui pour ce genre d'évolution. Donc ça, c'était à l'échelle internationale. Maintenant, son effectivité à l'échelle nationale. Donc potentiellement, c'est la même chose. Contribuer à restructurer les droits nationaux autour de principes qui deviennent l'ossature du droit de l'environnement, cette fois national, qui sont repris par les législations, par les constitutions, si ça n'a pas déjà été le cas, qui vont exercer une fonction d'orientation, donc les nouvelles lois, les nouvelles réglementations, les politiques publiques et les politiques aussi des acteurs privés vont devoir s'y conformer, et le juge va pouvoir l'utiliser, et ce juge qui d'ailleurs est de plus en plus mobilisé aujourd'hui, le droit étant vu maintenant notamment par beaucoup d'ONG comme une arme, et on peut voir ça à travers le développement des procès climatiques. Donc ce serait un nouvel élément, un nouvel argument juridique pour des ONG qui voudraient faire des procès contre les États ou peut-être contre les acteurs privés aussi. Donc potentiellement. Et des incertitudes. Déjà, même si le processus de négociation arrive à terme, qu'un pacte est adopté, il faudra ensuite qu'il soit ratifié et suffisamment ratifié par les États pour qu'il entre en vigueur. Et il n'entrera en vigueur que pour les États qui l'auront accepté. Donc tout ça, c'est l'inconnu. Et finalement, tout dépend de comment le processus se déroule, s'il est suffisamment convaincant, s'il arrive à produire un texte qui va être considéré comme un texte légitime. Là, ça peut marcher. Je pense que c'est ce qui s'est passé à Paris, sauf exception, après. Et donc là, il y a une notion de force de la norme, de force normative, qui n'est pas seulement la force de dire bah oui, c'est un traité, donc c'est obligatoire. Je pense qu'il faut vraiment voir au-delà. C'est aussi la force de la norme, telle que cette norme est perçue, telle qu'elle est ressentie, telle qu'elle est vécue par ses destinataires, qui va faire qu'un tel traité pourra avoir véritablement une force, un impact, une effectivité. Et là, c'est vraiment une inconnue. Tout cela dépend de très nombreux
facteurs. Donc, pour conclure, je pense que c'était vraiment un pari assez audacieux. Pour l'instant, le pacte suit son cours. La France semble avoir convaincu de la nécessité de lancer des négociations, mais on est bien incapable de dire à quoi ces négociations aboutiront. En tout cas, pour que ce nouveau traité soit réussi, qu'il soit utile et qu'il ne soit pas contre-productif, parce qu'il y a quand même un risque de contre-productivité, il faut un processus de négociation et un projet qui doivent être très subtilement pensés. Et je voudrais refaire la comparaison avec la COP21 et l'accord de Paris. C'est vrai que de ce point de vue, pour parvenir à un accord à Paris, il y a vraiment eu une réflexion à la fois sur la forme de l'accord de Paris et sur son contenu, qui ont été des réflexions très, très élaborées, très subtiles. Et il faut probablement avoir le même degré de subtilité. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc j'ai vu que c'était un travail assez impressionnant et qui a été fait autour du droit de l'homme. On a parlé aujourd'hui des gaz à effet de serre et du climat, mais il y a un autre problème qui est la biodiversité, qui est aussi grave, voire même plus grave, parce que les animaux subissent à la fois le réchauffement climatique et la déforestation et d'autres problèmes qui sont indépendants, tels que le braconnage. Est-ce qu'on n'aurait pas pu profiter de ce traité pour mettre aussi l'animal au cœur des droits, pour ne pas avoir à refaire tout ce travail qui a été certainement très long et pour faire d'une pierre deux coups? Oui, je réponds au fur et à mesure. Oui. Alors bon, déjà, il y a d'autres textes sur la biodiversité qui existent. Il y a notamment la Convention de Rio sur la diversité biologique et ses protocoles. Mais vous avez raison, en ce sens que ces textes n'ont pas du tout résolu la crise que connaît la biodiversité. Alors, le pacte s'applique à la biodiversité puisqu'il porte sur l'environnement en général. Donc, il n'y a pas de définition dans le texte d'environnement, donc c'est très large. Ça inclut la biodiversité. Et donc, systématiquement, on va parler d'un droit d'accès à l'information sur l'environnement, de la réparation du dommage à l'environnement, donc incluant aussi la biodiversité. Ce qui peut poser d'ailleurs des problèmes d'articulation entre ce texte et les textes sur la biodiversité ou les textes sur le climat, parce qu'il est vu vraiment comme un texte nouveau qui finalement s'additionne, qui fait texte chapeau. Et les problèmes d'articulation ne manqueront pas de se produire si le texte aboutit. Si je puis me permettre, ça me fait penser au texte, à la vidéo de Michael Giraud sur les objectifs de développement durable. Parfois, il y a des indicateurs de la santé de l'homme qui peuvent être incompatibles avec la biodiversité. Donc c'était juste qu'il y a une priorisation du jour, l'homme d'abord, les animaux ensuite. Or, les problèmes des animaux sont peut-être un petit peu plus grands que ceux que connaît l'homme encore. Oui, alors en ce sens, c'est vrai qu'il ne met pas l'animal au centre. Il est plutôt, je dirais, classique, en ce sens qu'il protège l'environnement, qui est l'environnement de l'homme. Oui. Anthropocentrique. Vas-y. J'y vais. Bon, merci. Une question qui prolonge la réponse qui a été donnée sur un point précis de deux façons. La première, c'est: est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme a fait l'objet de l'intégration dans un traité ou fait-elle l'objet d'un traité? Deuxième question, est-ce que les trois grandes conventions transversales issues de Rio, climat, biodiversité, désertification, auraient vocation à être intégrées ou à être absorbées en quelque sorte par un tel projet de traité? Merci. Oui, alors sur le premier point de la question, effectivement, cette idée de pacte, elle s'inspire de ce qui s'est passé dans le domaine des droits de l'homme, où on a d'abord, et d'ailleurs c'était une proposition française, produit la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été adoptée en 1948, qui était un texte non obligatoire, mais comme quoi les textes non obligatoires ont quand même une valeur non seulement symbolique, mais aussi concrète, qui peut être très importante. Alors, évidemment, je ne dis pas qu'elle a résolu tous les problèmes de droits de l'homme, mais il y a quand même
un avant et un après. Et cette déclaration, elle a été effectivement précisée et conventionnalisée, codifiée dans les 2 pactes que j'ai cités de 1966. Donc c'est la même idée avec le pacte mondial sur l'environnement. On a la déclaration de Stockholm, on a la charte de la nature, on a la déclaration de Rio et le pacte qui vient reprendre ces principes fondamentaux et les mettre dans un traité. Donc même cheminement. Et quant aux relations avec les grandes conventions, les 3 conventions de Rio sur le climat, sur la biodiversité, sur la désertification, c'est là aussi, c'est une logique de complémentarité, de supplémentarité. Il s'agit de faire chapeau, peut-être de parvenir, de contribuer à les réconcilier quand elles sont en conflit. Il y a eu des conflits entre le climat et la biodiversité, des conflits de normes et des conflits de politique entre le climat et l'ozone, en fournissant des principes qui vont permettre de réconcilier quand il y a conflit. Mais c'est assez compliqué parce que les relations entre des traités différents en droit international, je ne vais pas rentrer dans le détail à l'heure de la digestion, sont extrêmement complexes en fait parce qu'on applique des principes, normalement un droit spécial, on considère qu'il déroge à un droit général. Donc on pourrait considérer que, par exemple, la Convention climat déroge au pacte, sauf qu'il y a un autre principe qui est que le droit postérieur prime sur le droit antérieur. Et du coup, le pacte intervient après les conventions climat et biodiversité. Et on n'a pas vraiment de clé de résolution toute faite des conflits qui pourraient se poser. Donc on peut se dire, est-ce que l'accord de Paris devrait être interprété à la lumière du contenu du pacte, par exemple, le pacte qui insiste sur la nécessité l'obligation même d'éviter les dommages à l'environnement, de les réparer dans un contexte transfrontière, mais aussi nationalement. Ça pourrait avoir des répercussions importantes sur le plan juridique, sur la manière d'interpréter l'accord de Paris, la Convention de Rio ou tout autre texte du droit international préexistant. Et je pense que c'est un point qui sera énormément discuté, parce que ça peut inquiéter les États. J'avais la main à moi. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est je suis Madame Theresa May. Pourquoi est-ce que je signerais ce truc-là ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que je gagne à signer ? Je comprends bien ce que gagnent les promoteurs du truc, hein, mais moi, je gagne quoi ? Donc ça, c'était ma première question. Et 2, j'ai vu que c'était ouvert aux acteurs non étatiques. Donc, est-ce que The Shift Project peut signer ce truc-là ou non ? Et si la réponse est non, c'est qui la liste des acteurs non étatiques éligibles ? Oui. Donc, qu'est-ce que je gagne à signer ce traité ? C'est ni plus ni moins que beaucoup d'autres traités environnementaux où on n'est pas dans un espèce de contrat avec un intérêt mutuel comme on peut l'avoir dans le domaine commercial ou dans le domaine économique. En quelque sorte, on souscrit pour l'intérêt commun, collectif, ici et maintenant, entre les États de la planète et pour les générations futures. Donc je donne le droit à mes citoyens d'ester en justice contre moi, c'est ça que je leur donne. Je leur donne délibérément en leur disant je vous donne ça. Oui, d'accord. Peut-être. Et je veux être crédité du bénéfice de vous avoir donné ça. Oui, peut-être. C'est arrivé déjà dans le passé. Non, mais c'est pour bien comprendre l'objet de la discussion. En fait, c'est ça que je leur donne. Pourquoi le Royaume-Uni fait partie de la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà. Je ne dis pas que c'était une erreur. Je dis ce qu'on donne en pratique, c'est ça. Tout dépend de ce qui va sortir comme projet de pacte. On peut imaginer que ce qui va sortir des négociations internationales sera un projet qui sera... Déjà, le projet qui a été élaboré n'a pas voulu être un projet trop audacieux. Il pourrait être beaucoup moins audacieux. Donc là, l'article 1 reconnaît le droit à un environnement sain, mais ça pourrait être formulé de telle manière qu'aucun individu ne puisse s'en prévaloir contre son État. Non, mais tel qu'il est rédigé aujourd'hui, c'est... Oui, okay. Mais rien ne dit qu'il va être adopté comme ça. D'accord.
Et donc The Shift peut le signer ou pas? Alors oui, ça c'était la deuxième partie de la question. Non, en fait, absolument pas. Seuls les États pourront signer. On n'a rien à promettre. Seuls les États, peut-être les organisations internationales, ça reste à voir si ce serait accepté, notamment pour l'Union européenne, mais pas le Shift, pas les ONG, pas les personnes privées. En revanche, ça n'empêcherait pas le traité de poser des droits et obligations pour le Shift. Les personnes morales, les entreprises pourraient éventuellement signer. Non, pas signer. Elles peuvent avoir ils leur confèrent des droits et ils leur imposent des obligations. Mais elles ne peuvent pas le signer, c'est l'État qui doit le signer. Donc si le Shift est une association de droit français, si la France signe, ça va s'appliquer au Shift. Mais le Shift ne peut pas signer. De la même manière que dans l'accord de Paris, il y a toute cette zone pour les acteurs non étatiques qui autorise pas les acteurs non étatiques à signer l'accord, mais où il y a un site web qui leur permet d'enregistrer leurs engagements. Donc, on pourrait imaginer des développements de ce type. Merci. Mathieu Ozano, directeur du Shift. Mes deux questions rejoignent un petit peu la thématique soulevée par Jean-Marc. Vous avez dit que le projet avait reçu un accueil intéressant, notamment de la Chine. Alors déjà, est-ce qu'il y a d'autres pays? Et qu'est-ce que vous entendez par un accueil, un bon accueil? Est-ce que ce qui est accueilli positivement, c'est le projet, enfin ce texte-là, ou la démarche générale? Et ma seconde question, qui est dans le prolongement de celle-ci, vous avez dit qu'un bon traité international, en général, ne prévoyait pas de sanctions, et c'était même sa raison, enfin, c'était une des raisons de son succès. Qu'est-ce qui fait le succès d'un traité qui est autoporteur? Dans le domaine de l'environnement, on voit très bien avec cette magnifique boîte extrêmement sophistiquée, mais boîte vide, qui est le traité de Paris. Qu'est-ce qui fait que dans le domaine de l'environnement, on peut obtenir des traités qui sont autoporteurs dans leur mise en œuvre? Oui. Ils n'ont pas besoin de recourir à des sanctions. Oui, c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'on... Je sais. Donc sur le soutien des États, donc la France a organisé un mini sommet auquel ont été invités des États qui, je pense, avaient été présélectionnés comme étant des États qui étaient, en tout cas, les États qui en a donné la parole étaient tous favorables. Il y a une trentaine d'États, je pense, qui sont intervenus. Ça a dû durer 2 heures, quelque chose comme ça. Donc d'abord, le président Macron a fait une présentation de l'idée, puis Laurent Fabius a aussi présenté, parce que c'est quand même un peu son bébé, et le projet, et ensuite les États sont intervenus pour soutenir le projet, dont la Chine. Favorable à la démarche? Favorable, j'y arrive, favorable à la démarche, mais pas à ce projet lui-même. Non, je pense qu'à ce stade, pour convaincre les autres États, c'était même assez malvenu d'agiter le texte, donc qui est tout beau, tout finalisé, dans un document tout vert. Mais voilà, en donnant l'impression aux autres États de leur imposer ce document comme à prendre ou à laisser. Il fallait juste convaincre de l'opportunité de lancer des négociations. Après, les négociations sont lancées et ce texte sera un des textes sur lesquels pourront s'appuyer les négociateurs. Peut-être il pourra être considéré comme un texte de départ, mais la France quand même doit marcher sur des œufs, parce que ça ne peut pas rester une initiative française et purement française. Il faut convaincre les autres pays, donc il faut être dans une démarche ouverte et participative. Et votre deuxième question, c'était... qu'est-ce qui fait que... Oui, grande question qu'un traité... Alors, ce que j'ai dit, c'est juste que la sanction n'est pas indispensable. Et c'est vrai que dans la vie internationale, dans beaucoup de cas, il n'y a pas de sanction possible si un État ne respecte pas ses engagements, et pourtant il les respecte. Donc après, on va pouvoir identifier des cas où ils ne sont pas respectés et où effectivement on est démuni parce qu'on ne peut pas sanctionner. Il y a des domaines comme le domaine économique où les traités tiennent presque tout seuls, ils sont en simplifiant, puisque finalement c'est un engagement mutuel.
de 2 États ou plus, mais c'est le même principe. Si les États souscrivent au traité, c'est parce qu'ils trouvent qu'ils ont un intérêt à cela. Et à partir du moment où chaque État considère qu'il y a un intérêt mutuel à ce que le traité tienne, il va tenir. Et si un des 2 États cesse de l'appliquer, l'autre État pourra répliquer en cessant de l'appliquer à son tour. Et si à un moment il redevient utile et important, il sera à nouveau appliqué. Ça, c'est dans le domaine économique où il y a cette espèce d'intérêt mutuel direct qu'on n'a pas dans le secteur de l'environnement. Dans le secteur de l'environnement, les choses sont plus compliquées. Donc, qu'est-ce qui fait que ça tient ? Il y a beaucoup d'éléments. Donc là, je crois que je pourrais en parler des heures. Donc, c'est pas l'objectif. Il y a ce que je disais, c'est-à-dire la force normative. Je pense que le processus est très important, le processus de négociation, qui soit ouvert, qui soit participatif, pour produire un accord qui va être considéré comme un accord vraiment légitime, qui est l'accord de tous. Et c'est le sentiment qu'il y a eu, je pense, à Paris. Qui était globalement partagé, qui a fait que le traité a pu être adopté par consensus. Là où 6 mois avant, on n'aurait pas parié sur ça. Donc ça compte énormément. Après, ça ne veut pas dire qu'il va être mis en œuvre et appliqué effectivement, mais c'est quand même un élément important. Je veux dire, si les États y croient, si on arrive à créer une dynamique. En pratique, ce qu'on va faire très souvent dans les traités multilatéraux sur l'environnement, c'est qu'on ne va pas prévoir de sanctions, que si un État ne parvient pas à respecter le traité, au contraire, on va l'aider. Donc, il y a des mécanismes financiers, il y a des mécanismes incitatifs, il y a des mécanismes de transfert de technologie qui sont là, dans l'idée que finalement, l'État fait un effort pour entrer dans le traité, il le fait pour le bien commun, que s'il a du mal à le mettre en œuvre, on ne va pas le sanctionner. Généralement, on n'en a pas les moyens, mais on va au contraire plutôt l'accompagner. Donc, on a créé des procédures de contrôle dans beaucoup de traités environnementaux qui fonctionnent sur ce principe-là, qui font qu'un État qui a des difficultés peut saisir le mécanisme de contrôle en disant « j'ai des difficultés », et là, ça déclenche une procédure qui va faire qu'on va l'aider à mettre en œuvre le traité. Après, voilà. On pourra en parler beaucoup plus longtemps. C'est pas une garantie. C'est pas une garantie non plus. Plus les questions sont simples et plus elles sont délimitées, comme celle de l'ozone, et mieux ça marche pour le climat ou pour la biodiversité. C'est beaucoup plus compliqué. Je voudrais faire 2 remarques. Il y a quand même quelques considérations géopolitiques à avoir. C'est-à-dire que quand l'Europe, plus ou moins les pays européens, ont proposé une organisation mondiale de l'environnement à Rio plus 20 en 2012, ça a été le rejet massif, etc., des pays émergents, en développement, etc., de la quasi-totalité des pays, sauf l'Europe, et les États-Unis étaient en retrait à ce moment-là. Donc là, il y a un facteur géopolitique qui s'était modifié après l'accord de Paris et après la déclaration de Trump. Il se fait que cette initiative que tu as magnifiquement décrite, elle a commencé après l'accord de Paris, d'une certaine façon, le club des juristes, etc. Mais la sortie publique est arrivée à un moment politique précis qui était après la déclaration de Trump. Donc à ce moment-là, c'est très important parce qu'il y a une bataille à l'échelle internationale que l'on peut absolument identifier sur est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce qu'il va y avoir un leadership de cette question du climat par un autre pays. La Chine est en position, elle veut apparaître comme le nouveau leader. Bien sûr, l'Europe aussi, parce que l'Europe a été leader à un moment donné, elle s'était délitée pour des raisons politiques, etc., au moment de Copenhague et tout. Maintenant, elle est en position de revenir, en tout cas, elle essaye, et le président Macron appuie cette démarche. Donc, voilà le contexte géopolitique. Mais évidemment, il ne réduit pas toutes les questions à cela. Et deuxième élément, je suis désolée, j'ai perdu le fil de mon truc. Bon, ça fait rien, tant pis, j'abandonne. Mais je crois quand même, de dire, quand on revient sur l'accord de Paris, un des éléments majeurs qu'on a maintenant
dont on comprend un peu a posteriori. Et alors là, je signale à tout le monde, il y a un petit livre magnifique qui a été écrit par un jeune sociologue franco-britannique qui s'appelle Following the Money, qui explique comment les fondations philanthropiques américaines, et en accord avec des grandes ONG internationales comme Greenpeace, etc., ont performé l'accord de Paris de longue date. Cette fois, ils ont décidé qu'ils voulaient l'accord. Et donc, il y a eu énormément et c'est très important, y compris en relation avec la présidence française, c'est-à-dire Laurence Tubiana, Laurent Fabius, etc., pour essayer de gagner tous les pays, les émergents, mais aussi les pays en développement pauvres ou petits, qui étaient extrêmement durs dans la négociation, l'histoire des 1,5 degrés, etc. Mais tout ça a été fait par des partenaires et des acteurs qui ne sont pas directement des États signataires, mais qui ont participé. Parce que dans ces traités, dans cette perspective, et qui est aussi celle du traité de l'environnement, ce n'est pas quelque chose qui concerne que les États. Parce que, évidemment, si on prend l'exemple du climat, parce que toi, tu as beaucoup, Sandrine, tu t'es mis dans la filiation longue des grands pactes et traités de l'environnement, mais là, c'est juste après Paris sur le climat. Et Paris sur le climat, ce n'est pas que de l'environnement. Ça, il faut bien, tout le monde le sait ici. C'est de l'économie, c'est des tas de choses. Et donc l'énergie, ce n'est pas que des questions d'environnement. Et c'est des questions de transfert financier, etc. Bon, tout ça est dans la négociation de Paris. Et donc, voilà, donc cette initiative dont tu as été partie prenante, d'ailleurs, c'est très bien, mais on est très loin de la mise en œuvre réelle de quelque chose, parce qu'il y a des problèmes géopolitiques énormes. Oui, c'est vrai, bien sûr, et je ne le nie pas. Mais quand je parlais d'un momentum tout à l'heure, je pense que c'est vrai qu'il y a eu le momentum aussi parce qu'il y a eu l'élection du président Macron, il y a eu la déclaration de Trump, et donc ça arrive en juin entre le G20 et le G8, et la France aussi, plus que l'Europe en fait. La France a envie de porter quelque chose, et donc le président Macron va s'en saisir finalement. Il arrive au bon moment, il est là. Et donc, dans l'esprit des négociateurs français, puisqu'après c'est les affaires étrangères qui prennent le relais, le partenaire numéro 1 à convaincre, c'était bien sûr la Chine. Et donc, ça a été la première tâche en fait. Considérant que si la Chine était convaincue, c'était de bon augure pour la suite. Ça ne garantit rien, mais... Pierre Nodin, je suis industriel dans la high-tech. Je reviens sur quelque chose d'un peu transversal avec certains commentaires et questions. Le rapport entre la COP21 et un accord sur l'environnement. La COP21 s'intéresse uniquement au CO2 ou au gaz à effet de serre. Et je dirais il y a un tas de techniques qui permettent de non carboner d'énergie, qui sont des technologies polluantes, le nucléaire étant la plus connue, mais aucune source d'énergie n'est pas sans polluer. Je veux dire couler du béton en mer, c'est polluant. Enfin, il y a un tas de choses pour arriver à la COP21 qui sont contradictoires, en tout cas si on n'a pas une option malthusienne, c'est-à-dire diminuer drastiquement la consommation d'énergie par habitant sur Terre, qui serait la seule manière en fait de prévoir, je dirais, une COP21 bonne pour l'environnement. Donc moi je doute beaucoup, je dirais, d'une interaction amicale entre ces deux traités. Oui, non, mais je pense que ça pourrait vraiment être problématique, que les États comprendront assez vite que si l'accord de Paris doit être interprété à la lumière des principes posés dans le pacte et qu'ils sont contraints par ces principes posés dans le pacte, même si ce sont des principes assez généraux à texture ouverte, mais on sait après qu'ils vont vivre leur vie, ils vont être interprétés, etc. Et les États vont craindre que ça les engage finalement à de nouvelles choses par rapport à l'accord de Paris.
Paris, et donc ça risque la question climatique finalement risque de crisper ce traité qui est sur l'environnement pour le coup par rapport à ce que disait Ami. C'est vraiment un pacte sur l'environnement, même si évidemment on ne peut pas parler d'environnement sans parler du reste, de l'économie, du développement durable, mais il a un point de vue environnemental. On va prendre une dernière question avant d'aller à la pause café. Oui, c'est une question sur l'action de citoyens se retournant contre des États. Il me semble qu'il y a eu en Hollande un cas, en Californie maintenant il y a un cas qui apparemment a été déclaré recevable par la Cour suprême. Est-ce que vous pourriez faire le point de ce genre d'action et qu'est-ce que ce que vous avez raconté change ou ne change pas par rapport à ce type d'action ? Oui, bien effectivement, donc il y a un développement important et quasiment planétaire, puisque ça fait tache d'huile finalement. Donc c'est la Hollande qui a été le premier pays, avec l'affaire Urgenda, qui a été tranchée par une cour hollandaise en 2015, et dans le contexte aussi c'est pas sans lien de la préparation de la COP, où le juge a considéré que le gouvernement des Pays-Bas finalement n'allait pas assez loin dans ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre, et que donc il devait aller plus loin au nom de son devoir de son duty of care, son devoir de diligence et de protection à la fois de l'environnement, de ses nationaux, des générations futures. Après, il y a eu d'autres contentieux, il y en a eu en Pakistan, il y en a en Afrique du Sud, il y a aux États-Unis, en France, il y en a un qui va être... Oui, en France, il y a une ONG qui s'est créée qui s'appelle Notre Affaire à tous et qui va lancer un contentieux là très prochainement. Donc, on a l'impression que ça fait tache d'huile. C'est généralement des ONG ou alors des groupements de grands-mères, des groupements d'enfants, des groupements de personnes. Et c'est soit ces contentieux climatiques qui sont soit assez généraux finalement, où on attaque en quelque sorte un État en considérant qu'il n'est pas assez actif dans la réduction des gaz à effet de serre, ou on considère que tel ou tel projet, par exemple l'extension de l'aéroport de Vienne, n'est pas cohérente avec les obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pour ça que je parlais du droit vu finalement comme une arme, et de ce point de vue, un nouveau pacte pourrait être utile parce qu'au contentieux, une déclaration comme celle de Stockholm ou celle de Rio n'est pas invocable. En revanche, un traité serait invocable. Après, tout dépend vraiment de ce qui va contenir ce traité, mais il pourrait y avoir un effet boomerang assez important contre les États. Et je pense qu'ils le mesurent maintenant, alors qu'ils ne le mesuraient peut-être pas il y a 5 ou 10 ans, et que ça va faire partie aussi des résistances que les États pourraient avoir. Parce que tout ça, ça va être des arguments supplémentaires sur le plan juridique pour les ONG. Merci.